Bonjour et bienvenue dans l'entretien France 24 RFI qui reçoit aujourd'hui le président Macky Sall du Sénégal. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Nous sommes à Dakar qui vit au rythme depuis quelques jours du vaccin. Pourquoi un vaccin chinois? C'est la question qui revient souvent puisque ça sème des doutes dans l'esprit d'un certain nombre de personnes ici. Non, ça ne sème pas de doute. Le vaccin chinois est le premier vaccin disponible que nous avons eu, tout simplement. Depuis la découverte des vaccins, nous nous sommes évertués dans le concert des nations à travailler avec l'initiative COVAX, qui regroupe près de 190 pays, sur lesquels il y a toujours, je l'espère, donc des engagements forts pour accompagner les pays en développement et assurer la vaccination de 20% de leur population. Mais nous avons constaté au moment où les pays développés ont commencé la vaccination que l'initiative n'avait pas encore pu mobiliser les vaccins, encore que d'ici le mois de mars, on pense que les premières doses COVAX pourront atterrir dans nos pays. Évidemment, en tant que président de la République, je ne peux pas attendre simplement que ces premiers vaccins COVAX nous parviennent. J'ai en même temps développé des initiatives au plan bilatéral avec tous les pays producteurs de vaccins ou avec les groupes pharmaceutiques. C'est ainsi que je me suis adressé à la Chine et finalement nous avons pu acquérir ces doses avec Sinopharm grâce aussi au soutien du président Xi Jinping. Je me suis adressé à la Russie, président Poutine également. Nous sommes en discussion pour pouvoir obtenir également du Sputnik V. Tout comme nous avons déjà lancé des initiatives vers Johnson Johnson, même Pfizer, nous essayons d'avoir des De tous vaccins. azimuts en De gros. tous azimuts, ce n'est pas une question idéologique. Mais on a Le vaccin l'impression n'a que pas d'idéologie. lorsqu'on regarde que les Chinois sont plus actifs. En dehors du Sénégal, il y a la Guinée équatoriale, il y a l'Égypte, il y a le Maroc, il y a le Zimbabwe, il y a les Seychelles qui ont des produits chinois. Est-ce devenu une stratégie pour la Chine de développer sa diplomatie avec l'Afrique, de multiplier les affaires? Peut-être que la Chine a vraiment des raisons d'être présente, mais il n'y a pas qu'en Afrique que la Chine est présente. Vous allez au Moyen-Orient, c'est pareil, ces pays ont pris le vaccin chinois, que ce soit les pays du Golfe ou même de l'Afrique du Nord. Donc ce n'est pas une particularité. Peut-être que la Chine a été très présente pour la réponse immédiate. Et je Est-ce que pense ça que coûte moins nous avons cher? eu des discussions récemment avec le président Macron, d'ailleurs en prévision du G7, pour dire que l'Afrique attend de ses partenaires traditionnels, en particulier des pays du G7, que les vaccins soient partagés. La proposition de 13 millions de doses Oui, qu'évoque le exactement. président Macron, c'est une réponse à ça alors? Oui, c'est une réponse pertinente d'ailleurs, et je pense qu'il a bien posé le problème. Il faut que l'Occident soit conscient aussi que si au moment où elle vaccine, que les autres pays également de vaccins vaccinent, qu'elle ne donne pas une réponse à la demande pressante de l'Afrique, qui a d'ailleurs mobilisé des ressources aussi à travers l'Union africaine, puisque au-delà de COVAX, il y a l'initiative africaine elle-même, qui a mobilisé plus de 270 millions de dollars, mais qui n'a pas accès au vaccin. Si aujourd'hui, évidemment, ces 13 millions de doses sont données à l'Afrique, effectivement, ça va être une bouffée d'oxygène, mais ça va être aussi une reconnaissance. Et nous pourrons apprécier très positivement ce geste. Mais il ne faut pas que pendant que nous n'avons pas les vaccins occidentaux, que quand nous avons des vaccins chinois, qu'on veuille en faire un problème. Pas Dans le même temps, raisonnable. Monsieur le Président, on dit, quand il y a eu cette Covid-19, les gens disaient on va développer la recherche, on va développer la recherche. En Afrique? Là, en Afrique. Oui. Là encore, on est les derniers, on n'entend pas Non, parler on de n'est pas les recherche. derniers. Non, vraiment, moi, Est-ce qu'il y a je une recherche? m'inscris en faux. Attendez, il faut vraiment qu'on rende justice à l'Afrique. Il faut qu'on arrête de nous flageller éternellement. L'Afrique a des chercheurs, l'Afrique travaille, mais vous savez, le nombre de milliards de dollars qu'il a fallu pour sortir un vaccin, est-ce que c'est à notre disposition aujourd'hui? Le problème n'est pas dans les capacités intellectuelles ou dans la valeur de nos chercheurs. Tous ces laboratoires utilisent d'ailleurs des chercheurs africains, mais c'est une question de moyens. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau africain pour mutualiser. Il y a des pays qui ont des expériences intéressantes. Le Sénégal en fait partie, grâce à l'Institut Pasteur de Dakar, qui déjà produit le vaccin de la fièvre jaune, etc. Mais il nous faut fédérer. On ne pourra pas le faire dans tous les pays, avoir des pôles, peut-être en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique du Nord, de l'Ouest, etc. et de D'où l'Est, la coopération qui est voilà, urgente. coopérer et voir comment nous-mêmes nous pouvons mettre en place des centres
de production de vaccins, comment nous pouvons renforcer nos centres de recherche. On sait les fantasmes qu'il y a autour du vaccin. Beaucoup se disent on va nous empoisonner avec, il n'y a pas assez de recul. Comment vous convainquez les Sénégalais qu'il faut aller se faire vacciner alors qu'il y a tant de rumeurs autour de ces vaccins, tant de craintes? Malheureusement, cette rumeur a créé une psychose, pas seulement en Afrique, c'est dans le monde entier. Vous savez, le vaccin a un principe qui veut qu'on inocule en quelque sorte quelque chose qui provoque un peu la maladie et qui permet au corps de produire des anticorps, donc de résister, de sorte que quand la maladie vient, le corps est déjà immunisé et il peut faire face. Donc ça, c'est un principe qui ne date pas d'aujourd'hui. Et mieux vaut se vacciner que ne pas se vacciner. Puisque de toute façon, quel est le risque quand on se vaccine? Le plus gros risque, c'est que le vaccin ne soit pas efficace. Enfin, à la limite, on se prémunit. Et d'ailleurs, les pays qui ont fait les plus grands bons, comme Israël, ont montré vraiment, avec le taux de vaccination élevé, on arrive à immuniser la population et on arrive à réduire véritablement les risques d'infection. Je vois beaucoup de gens se dire, est-ce que lui-même qui parle, il s'est vacciné, Monsieur le Président, vous êtes vacciné? Je vais me vacciner immédiatement. Je ne suis pas dans la cible première. Oui, mais vous êtes le Président de la République. Oui, je suis Président de la République, je dois pouvoir être le premier à être vacciné, mais je considère, et je dis à mon ministre de la Santé, je veux une transparence absolue sur le processus de vaccination. Donc, nous avons mis des critères. C'est pourquoi je vais rester dans ces critères. Je me vaccinerai très prochainement, ça ne vous en faites pas. Les critères, c'est d'abord le personnel médical qui est au front dans les centres de traitement des épidémies. C'est ensuite le personnel médical de façon globale qui est impliqué. Ce sont les personnes de plus de 60 ans chez nous ou alors des personnes vivant avec des comorbidités qui sont connues dans le district sanitaire. Ça, c'est vraiment la priorité. Est-ce qu'il y a une vraie coopération Union africaine sur cette question des vaccins? On a le sentiment que chacun commence à faire cavalier seul. Non, pas du tout, pas du tout. L'Union africaine, depuis le début de la pandémie, a vraiment fait un travail remarquable. D'ailleurs, sous la présidence de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, qui avait la présidence de l'Union africaine, plusieurs sommets virtuels se sont tenus avec le CDC Afrique. Nous avons travaillé avec nos partenaires également et nous avons défini justement ce fonds pour la vaccination qui peut financer 270 millions de doses pour les Africains en plus de toutes les autres initiatives. Il y a une coordination, mais cela n'empêche à chaque pays de faire ce qu'il peut faire pour disposer aujourd'hui du vaccin qui est le produit le plus rare sur la planète. Plus d'un an que le monde est quasiment arrêté en raison de cette pandémie de la Covid-19. Les économies sont dans un état lamentable. Comment vous envisagez la suite? Il y a beaucoup de forats consacrés à l'après-Covid. Est-ce que l'Afrique va s'en sortir? Il est clair que l'Afrique, à l'image du monde, va laisser des traces très dures après la Covid. Nous avons vécu une année 2020 qui a été catastrophique. Les économies ont été en berne. L'Afrique n'a pas été épargnée, même si ça et là, on a quelques pays qui ne sont pas en récession, mais qui ont eu des croissances autour de 1%, 2%. Alors que c'est des pays qui étaient au-delà de 6% de croissance. Les conséquences économiques, les conséquences sociales sont là. Nous les vivons au quotidien. L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de réussir la relance. Nous pensions d'ailleurs que l'année 2021 serait l'année de la relance dès le premier trimestre, mais on voit bien que nous sommes en pleine pandémie et il faut, même avec le vaccin, penser que nous ne sortirons pas véritablement de la Covid d'ici le second semestre. Et comment vous fonctionnez? Pour cela, évidemment, nous avons besoin de ressources. Nous avons besoin de beaucoup de ressources pour financer la relance. Accompagner le secteur privé, préserver les emplois à travers différents mécanismes. Et pour cela, l'Afrique, qui n'a pas, là aussi malheureusement, les mêmes leviers que les pays développés. Vous voyez ce qui s'est passé en Europe avec la Banque européenne, qui a pu, avec l'Union européenne, mobiliser. L'Union européenne a fait un plan d'investissement de 750 milliards d'euros. Les États-Unis ont mobilisé 900 milliards de dollars. Nous n'avons pas ces capacités. Nos banques centrales ne peuvent pas prendre de tels engagements. Ce qui reste, c'est que nous avions plaidé pour un échelonnement des intérêts de la dette, une initiative que le G20 a bien voulu faire sur l'année 2020, donc retarder le paiement des intérêts de la dette.
c'est une initiative louable, mais qui est encore insuffisante, puisque nous sommes toujours dans la crise et nous avons voulu que cette initiative soit renforcée sur toute l'année 2021. Bon, ce sera un pas important, mais insuffisant. Puisque Oui, parce que le rééchelonnement ne relance pas insuffisant, parce que l'économie. d'ailleurs, la moitié de la dette, elle est privée. Donc, on voit bien que même cette action n'est que partielle. Alors, ce que nous demandons maintenant à nos partenaires, c'est qu'il nous faut mobiliser des ressources. Pour cela, nous pensons que l'un des moyens efficaces serait de créer de nouveaux droits de tirage spéciaux au niveau du Fonds monétaire international. Lever au moins 500... Le recours à la planche à billets, quoi. Oui, mais à travers de nouveaux droits de tirage, simplement. Évidemment, si on le fait, 500 milliards de dollars pourraient permettre, avec l'appui des pays développés, puisque l'Afrique toute seule aura autour de 25 milliards de dollars sur ces nouveaux droits de tirage pour 500 milliards. Tout le reste appartient aux grands pays. Donc il faut que les grands pays qui n'en ont pas forcément besoin lâchent une partie de leur DTS, droit de tirage spécial du Fonds monétaire, pour nous permettre d'avoir au moins une cagnotte de 70 à 100 milliards de dollars pour accompagner la relance économique, préserver les emplois en Afrique et pouvoir assurer véritablement la relance. Donc ça, c'est un débat qui est engagé. Nous avons plaidé auprès de nos amis du G7, du G20 et de nos amis. Il y a aussi des pays, je dois dire, et des leaders occidentaux qui sont totalement engagés là-dessus. Et nous pensons que l'Afrique pourrait vraiment s'en sortir avec une telle bouée d'oxygène. Monsieur le Président, l'autre sujet principal qui réunissait un certain nombre de pays il y a quelques semaines, c'était le G5 Sahel, avec la question du terrorisme dans la région. Le sommet du G5 évoquait la difficulté que l'on a à avancer, puisque depuis qu'on mobilise les forces, on ne voit pas reculer les djihadistes, il y a de plus en plus de morts. C'est quoi la solution, Monsieur le Président? Bon, la solution, il serait prétentieux de la dire comme ça tout de go, mais il faut d'abord rendre hommage aux pays du G5 Sahel qui, depuis maintenant près de 8 ans, se battent au quotidien avec des amplitudes diverses, mais surtout au niveau du cœur du Sahel, avec la zone des 3 frontières, la zone du Liptako-Gourmand, autour du Mali, du Niger et du Burkina. Il y a vraiment une situation extrêmement difficile. Le Tchad aussi, la zone du bassin du lac Tchad. Ces pays vraiment se battent au quotidien. Ça leur coûte beaucoup dans leur budget, ça leur coûte en ressources humaines et les populations ont payé un lourd tribut. Alors, le G5 Sahel a reçu des appuis, mais ce que nous disons, si nous voulons que la lutte soit efficace, il faut que le dispositif de lutte contre le terrorisme, au-delà de l'appui de la France, qu'il faut saluer, vraiment, qu'il faut saluer, parce que d'abord, depuis l'intervention en 2013 de la France à travers l'opération qui a été déclenchée au Mali, puis l'opération Barkhane, et aujourd'hui Takuba avec l'Europe, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut que l'action des Nations Unies à travers l'amunissement soit une action forte. Il faut un mandat robuste, donc sous chapitre 7, pour permettre aux troupes qui sont déjà sur le théâtre malien, qui sont 14 000, qu'ils puissent participer véritablement. Et de façon en gros, efficace. ce que vous demandez... Ça, c'est la première. La seconde, c'est qu'il faut Mais accompagner... il faut peut-être qu'on comprenne bien. Cela veut dire très concrètement, Monsieur le Président, pour celui qui ne comprend pas, que pour vous, il ne faut pas une opération de maintien de la paix, mais une opération offensive. Bien sûr, parce que vous maintenez la paix quand il y a une paix à maintenir. Quand vous faites face à des djihadistes, à des terroristes, il n'y a pas de paix à maintenir. Il faut lutter contre. Il faut lutter contre. Mais ceux qui vous disent que les forces africaines ne sont pas équipées pour lutter contre, qu'est-ce que vous répondez à ça? La même chose. Vous savez, l'Afrique a bon dos. C'est-à-dire tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, c'est l'Afrique. D'abord, oui, nous avons des problèmes d'équipement, nous avons parfois des problèmes d'entraînement, c'est une réalité. Mais tout cela, quand on voit de près, c'est qu'il y a 15 ans, 20 ans, aucune économie africaine ne pouvait investir sur l'armée. C'était les fameuses politiques d'ajustement structurel. On a dit que l'armée, ce n'était pas une priorité, jusqu'à présent d'ailleurs. Donc, tout ça, ce sont les conséquences. Mais nous n'allons pas faire des procès sur les ajustements. Aujourd'hui, nous avons besoin de renforcer les capacités de nos armées. Et il nous faut de la solidarité. Il ne faut pas que le combat soit mené seulement par les pays du G5 Sahel. Il ne faut pas que la France soit
le seul pays en Occident, évidemment, qui envoie des troupes au sol. Il y a beaucoup d'autres pays européens qui commencent à s'engager, puisque la conscience est faite maintenant que la sécurité de l'Afrique, c'est aussi la sécurité de l'Europe, c'est la sécurité mondiale. Donc je salue tous ces pays dans Takuba qui envoient des forces, qui envoient des forces de formation. Mais il faut plus d'hommes sur le terrain. Et les Africains, le Tchad récemment vient d'envoyer un nouveau contingent, 1200 hommes. Nous sommes prêts également, nous avons des troupes, nous avons 1300 hommes, Pour vous, Monsieur 1305 le au Mali. Président, Mais la question, c'est le mandat qui nous... pour vous, Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, puisque le Sénégal aussi semble menacé, parce qu'on vient d'attraper un certain nombre de 4 présumés partisans d'Amadou Koufa, qui sont en prison au Sénégal, dont le Sénégal n'est pas épargné, êtes-vous partisan de ceux qui estiment que on doit donner les moyens aux Africains pour que ce soit eux qui se battent sur le terrain? Il faut d'abord donner des moyens, mais nous ne serons pas seuls, hein, puisque vous savez, la bataille, ce n'est plus la bataille des gladiateurs. Hein. Non, c'est une bataille aussi qui demande de l'intelligence, des drones, etc., toutes choses que nous n'avons pas forcément. Donc il faut des moyens pour que les hommes sur le terrain soient d'abord principalement les Africains, bien sûr, tous les pays qui, comme la France, le font, et d'autres pays de l'Europe d'ailleurs qui ont envoyé quelques troupes. Ce n'est jamais trop tard. Et c'est toujours utile, comme ça a été fait en Afghanistan et ailleurs. Mais il faut aussi de la coopération, il faut de l'intelligence, il faut du renseignement. Donc c'est à la fois le renforcement des capacités, les hommes, mais aussi la coopération. Ce que les États-Unis font d'ailleurs dans une certaine mesure en apportant ce volet important qu'est le renseignement. Pour les gens arrêtés au Sénégal oriental, oui, nous ne sommes pas épargnés. Parce que vous craignez une contagion? Oui, nécessairement. Nécessairement. Leur objectif, c'est d'atteindre l'océan Atlantique. Donc que ce soit le Sénégal ou les autres pays côtiers qui sont le dernier rempart, il faut qu'on se prépare à rentrer dans la bataille. Nous avons des accords de libre-échange, des accords de libre circulation entre nos pays. Cela ne rend pas facile le contrôle, mais nous devons faire avec, parce qu'il n'est pas question de revenir sur notre intégration. Donc nous veillerons, et ces personnes ont été arrêtées, sont en prison, les enquêtes se font. Et de toute façon, le Sénégal, depuis très longtemps d'ailleurs, veille au quotidien sur sa sécurité. Faut-il discuter avec les terroristes maintenant qu'on n'avance pas? Non, je ne pense pas que ce soit... Je suis contre une discussion avec des terroristes. Alors, Monsieur le Président, on ne peut pas terminer sans évoquer la politique intérieure. La politique intérieure où, aujourd'hui, l'un des principaux opposants à votre régime est accusé de viol. On essaie de lever son immunité parlementaire. Les gens se retournent vers vous en se disant, est-ce que le président Macky Sall est en train de tuer son principal opposant? C'est toujours la même chose. D'abord, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas me pencher parce que même avec la presse nationale, je ne me suis pas prononcé. Donc vous verrez le mal que j'aurai à parler dans votre antenne de ce sujet. Mais on ne peut pas occulter le cas Sonko, Monsieur le Président. Encore une fois, c'est une affaire regrettable. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le fond. Je ne peux pas souhaiter à mon pire adversaire une telle situation. Maintenant, il y a une accusation, il y a des procédures. Vraiment, il ne faut pas qu'on mêle le président de choses qui ne le regardent pas. Le président n'y est pour rien? C'est clair. Je crois que j'ai suffisamment de choses à faire que de comploter pour voilà, des choses aussi basses. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de nous recevoir. Merci. Cet entretien est à présent terminé. Je voudrais remercier la réalisation de Sébastien Faye. L'actualité continue sur France 24.